Bonjour, alors on continue la vidéo. Ma mère, je l'emmène à l'hôpital, pleurésie. En un mois, elle fait 5 hôpitaux. Et à chaque hôpital, elle se dégrade. Chaque déplacement, dégradation. On découvre le cancer, qui avance à une vitesse incroyable. 2 AVC lors de ces déplacements. Plusieurs prises d'infection. Fin de partie, le corona, que nous, ses proches, on prend aussi. Le problème, il n'est pas tant l'état de santé premier de ma mère, il est que le système hospitalier a tout dégradé jusqu'à la mort. Or, ce système hospitalier, il dépend de quoi? Il dépend d'une politique. Or, cette politique, elle s'appelle libérale. Comment la politique gère la santé? À partir de là, je comprends qu'on essaye de nous faire croire que c'est un problème sanitaire, c'est un problème politique, méthode énergétique. Ressentir, là le ressenti on l'a bien compris, c'est de l'injustice, ce sont des méfaits, c'est une attaque sur la personne, c'est une attaque sur les gens qu'on aime. Observation et réflexion. Alors on sait qu'en énergétique, on a 2 corps. Le corps psychique, qui lui est un corps non empathique, un corps de domination, un corps de destruction. Le corps réel, qui lui est un corps empathique, un corps d'harmonie et un corps de construction. Le corps psychique va vous mener à la survie et à la précarité, et pour vous exploiter. Le corps réel va vous mener au contraire à la vie ensemble. On a donc un conflit entre le corps psychique et le corps réel. Le corps psychique qui essaye de couper tout le monde pour se récupérer et se détourner le plus possible de richesse et de vie, tandis que le corps réel, au contraire, va essayer d'élargir et de rentrer en contact. Le corps 1, qui est le corps intime, aujourd'hui est dans un état lamentable d'isolement, c'est-à-dire il est sous domination du corps psychique. Nous voici isolés, travaillant ou sans travail, en train de tourner en rond, face à notre peur, face à toutes nos peurs, dans un rythme qu'on n'a pas décidé. Ça n'est pas une méditation. Ça n'est pas une méditation qu'on aurait décidé, qui vient à un moment particulier de notre vie, ou un deuil qui vient à un moment particulier, on prend le temps et on s'organise. Là, c'est un arbitraire qui vient du haut, qui nous désorganise, qui nous met devant nos peurs sans aucune préparation, sans aucune solution, évidemment qu'on devient fou. En plus, le corps 2, qui est le corps relationnel, on nous le coupe, il est privé. Or, on sait très bien que pour que les peurs diminuent, pour que les émotions soient harmonieuses, il faut être en relation. À partir du moment où tu coupes la relation, tu ne peux être qu'en face de crise de panique. Tu peux être qu'en face d'une levée générale des psychoses de chacun, puisqu'on n'a plus la possibilité de parler ou d'avoir le contact corporel qui fait passer les choses, de dialoguer, d'élaborer, comme on dit. Donc, on se retrouve tout seul, sans l'avoir voulu, d'un pouvoir arbitraire, coupé des autres. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle se retourne contre soi-même. Ma grande peur aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien ce que fait une énergie qui se retourne contre soi-même. Soit ça fait des maladies lourdes, soit ça fait des pétages de plomb extrêmement graves, soit ça fait des suicides. Le corps psychique, aujourd'hui, est en train de créer un suicide général. On peut dire que le corps psychique crée une mise à mort du corps intime et du corps relationnel. Or, d'où vient cet ordre-là? D'où vient ce commandement? Il vient du corps politique, c'est-à-dire du 3e corps. Ce 3e corps, en énergétique, on le divise en 2. Soit le corps politique est géré par le corps psychique, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la gouvernance privée des affaires publiques. On retrouve toute la dimension de la domination d'une petite partie sans empathie sur les autres, ou bien c'est le corps réel qui va gérer le corps 3, le corps de la politique, et à ce moment-là, c'est une auto-organisation collective, empathique, qui crée peu à peu ces modes de gestion. Qu'est-ce qui se passe avec ces 2 corps? On ne s'occupe plus du 3e corps. C'est devenu le cadet de nos soucis. On va se préoccuper juste de notre peur de la mort. J'ai peur du virus, j'ai peur du virus. Non seulement on ne se préoccupe plus de politique, mais en plus on laisse le corps psychique gérer notre corps global. 2e conséquence,
on se retrouve complètement désarmé, tournant en rond, avec la peur, des douleurs psychiques énormes, sans relation avec les autres, on est mis en précarité. Et ça, l'institution de la précarité durable, c'est une des meilleures armes du corps psychique, c'est-à-dire du corps politique mené par le psychisme. Une fois qu'on est désarmé, une fois qu'on est déboussolé, on perd le sens du réel, on est désorganisé profondément dans nos repères. C'est le terrain parfait pour reconstruire le réel. Comment on le reconstruit? Alors on le reconstruit maintenant qu'on est tous chez nous, devant Internet ou devant la télé. On n'arrête pas de nous parler de ce coronavirus, du virus, des gens qui meurent, de nous mettre des images absolument abominables. Eh bien, on nous focalise sur une chose pour nous faire oublier qu'en fait, il s'agit d'une crise politique et qu'il s'agit d'une gouvernance privée des affaires publiques. On a été complètement déboussolé, préparé pour obéir aux informations qu'on nous donne et aux ordres qu'on nous donne. Cela marche d'autant mieux qu'on est venu nous chercher sur la peur de la mort, c'est-à-dire sur une épidémie soi-disant mortelle pour l'humanité entière. Là, on est comme des petites souris affolées qui ne savent plus où elles vont et qui voient des précipices partout. Donc à ce moment-là, le grand berger arrive comme un sauveur en disant « Tous à gauche !» Tous à gauche, hop, ou tous à droite, tous en haut. Tiens, ben on va faire encore mieux. Tous séparés, chacun sans bouger. Revenons à ce corps réel. Reprenons notre boussole. Essayons de cette fois-ci faire une vraie méditation pour ne pas se laisser aller par cette peur et cette dépolitisation et cette focalisation. Je vous propose pour cela de voir quelques chiffres. Quand la chancelière allemande, elle a dit on est entre 50% et 70% de la population contaminée, moi, je me suis dit, d'où vient ce chiffre? J'ai été voir les chiffres du Centre européen de précaution et de contrôle des maladies et l'OMS. En 2015, la grippe a été très forte. Elle a touché 8 millions de personnes en France. Sur 8 millions de personnes, on a eu 20 000 morts. On fait le pourcentage, valeur globale sur valeur partielle multipliée par 100, cela fait un taux de létalité de 0,2%. On sait que le taux de contamination du coronavirus est 4 fois plus fort que celui de la grippe. Donc, aujourd'hui, on multiplie 8 millions par 4, ça fait 32 millions. On estime qu'on est à un peu moins de 10 000 morts. On va dire 10 000. On fait le pourcentage, on arrive à un taux de mortalité aujourd'hui du coronavirus de 0,03%. C'est-à-dire moins que la grippe. Sur ces gens qui meurent, sur ce taux de létalité, c'est essentiellement des personnes âgées ou des personnes qui avaient déjà des pathologies. La peur qu'on nous crée, comme si ça touchait tout le monde dès que c'était la peste ou la grippe espagnole, on est complètement à côté de la plaque. 32 millions des Français, c'est en effet à peu près la moitié de la population. Elle va jusqu'à 70%. On peut même aller, à mon avis, jusqu'à 90%. Pourquoi? Parce qu'en plus, lors de la gestion de cette crise, on a créé encore plus de déplacements de population. Or, l'on sait que les déplacements de population, c'est exactement le meilleur moyen de faire pour que les gens se contaminent. Regardez ce qui s'est passé en Pologne, il y a eu des témoignages incroyables, où on a renvoyé les Polonais, qui se sont tous retrouvés à la frontière de leur pays, complètement confinés pendant des jours, et là, se passait le virus, il n'y a pas mieux. Pareil, quand les Parisiens se sont enfuis de la ville pour aller en Bretagne, on a eu la réaction des Bretons qui ont dit « Arrêtez, vous allez tous nous contaminer ». Ils avaient raison. On a eu exactement le même phénomène de Milan à Val d'Aosta, qui se sont aussi fâchés en disant « Mais là, vous êtes en train de tous nous contaminer ». Donc en plus, la gestion de cette crise, la circulation des populations, on est peut-être déjà tous contaminés. À ce moment-là, je vous demande, quel est l'intérêt d'un confinement total? Des comparaisons avec les grippes espagnoles. Elle a fait 20 millions de morts en 1918 sur une population de 2 milliards d'individus. On est aujourd'hui 8 milliards, donc il faudrait que ça fasse 80 millions de morts. La grippe espagnole, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est transformée en pandémie, justement à cause de déplacements de population dus à la guerre. C'est exactement les conneries qu'on a faites là. En 1916, il y avait déjà eu une épidémie de pneumocoques. Donc les pneumocoques avaient déjà ensemencé, comme ils disaient à l'époque, avaient déjà préparé le terrain pour la grippe.
Et surtout, on était devant des populations extrêmement fragilisées par la guerre. C'est-à-dire que là, on en vient au système immunitaire, à la question du système immunitaire. Le système immunitaire, à ce moment-là, était détruit. Les gens, après toutes ces années de guerre, dans les tranchées, dans des conditions absolument misérables, n'importe quelle grippe aurait pu les tuer. Sur ces conditions de vie, j'ai lu un témoignage très intéressant sur les contingents américains de Noirs, où là, ils ont eu un taux de contamination de 100%. Pourquoi? Parce que c'était des armées qui avaient été envoyées en dehors des normes de sécurité de l'époque. Donc extrêmement promiscuité dans des conditions misérables. Donc encore une fois, on arrive à cette conclusion très simple, que la grippe ou n'importe quelle infection devient une pandémie à partir du moment où les conditions de vie sont misérables. On arrive, encore une fois, à un problème politique. Pourquoi les conditions de vie sont misérables? Pourquoi les contingents américains noirs ont tous contracté la grippe à ce moment-là? Parce qu'ils étaient traités beaucoup plus mal que les autres. Ça a touché tout le monde. Elle a touché des enfants aux vieilles personnes. Alors que là, on a quelque chose d'assez étrange qui fait que les enfants sont extrêmement épargnés. En tout cas pour cette première vague, on verra pour les autres vagues. Donc on est là sur une manipulation, encore une fois, des comparaisons, des chiffres et de l'histoire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? On le sait déjà, du dépistage, de la protection des personnes en fragilité ou en danger, donc on l'a vu, les personnes âgées ou les personnes qui avaient déjà des pathologies, avec du confinement partiel, de la recherche, de l'anticipation, avoir déjà mis en place un système hospitalier, un système logistique adéquat, avec un nombre de lits suffisant, un personnel préparé et non pas en train de courir partout parce qu'ils ont des problèmes de matériel, des problèmes de masques, etc., etc., etc. Et surtout le respirateur. Entre 1998 et 2018, le nombre de lits ne cesse de baisser pour une population qui augmente et qui vieillit. Là, il y a quelque chose qu'il faudra m'expliquer dans la logique. Si on voulait vraiment protéger les populations, prendre en compte le corps réel, on ferait exactement le contraire. Rien de tout ça n'a été fait. Alors, ok, on se rend compte, ça va mal, agissons, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'on fait pendant la guerre? En 15 jours, on construit 40 hôpitaux. Les traitements, hop, on met sur le traitement sans passer par des conseils scientifiques qui veulent qu'on attende 2 ans et demi avant de produire peut-être éventuellement une molécule. On met les industries, les grosses industries, au service des populations. Et on n'essaye pas de distribuer les contrats aux uns et aux autres, on attend un peu, on fait des appels d'offres aux industries pharmaceutiques. On met toute l'industrie au service du peuple. Il n'y a même pas une politique d'état de guerre. À part dire, c'est la guerre, restez chez vous. Or, on sait en plus que le corps intime, le corps 1, son système immunitaire va dépendre des conditions de vie. Il n'y a rien de pire que de dire restez chez vous, ne bougez plus. Votre système immunitaire, il va s'effondrer pour cause psychologique, pour cause relationnelle et pour cause de relation avec l'extérieur, la nature, tout simplement, la vitamine D. Notre système immunitaire dépend aussi du corps politique. Le corps 1 dépend du corps politique, comme on l'a vu pour la grippe espagnole. Si vous êtes dans des mauvaises conditions de vie, eh bien votre système immunitaire va descendre. Si vous n'êtes pas bien informé, vous ne saurez pas exactement comment faire dans votre situation. Si c'est le corps psychique et le système libéral qui gèrent la politique, vos conditions de vie vont descendre, vos informations seront fausses. Donc je repose la question. Quel est l'intérêt du confinement total? On a un exemple intéressant qui est celui de la Corée du Sud, qu'ils ont pris les choses au sérieux en amont. Ils ont fait un dépistage général, ils ont fait un confinement partiel. En plus, ils ont commencé la recherche sur les traitements beaucoup plus avant. C'est vrai qu'ils étaient préparés parce qu'ils avaient l'habitude des SARS. Mais par ailleurs, ils ont développé une géolocalisation totale. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'une géolocalisation totale. C'est comme un confinement électronique. La pandémie, elle va toucher de toute manière la population. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, il n'est pas tant que les gens soient touchés par la pandémie, donc on s'en fout de la géolocalisation. Ça va être les complications de la pandémie, on en revient toujours au même, c'est-à-dire qu'ils vont toucher les vieilles personnes, ceux qui ont des problèmes,
Les complications graves, ça veut dire un système de soins intensifs opérationnels. C'est vrai qu'ils sont plus opérationnels que nous en Asie, ça faut le reconnaître. Par exemple, la France et l'Italie ont un nombre d'aspirateurs au nombre d'habitants catastrophique, c'est-à-dire ils en ont, il me semble, 4 fois moins qu'au Japon ou en Corée. Là, ça dit tout. Une grippe, tu es malade, tu t'arrêtes, tu te mets en quarantaine, t'attends un peu plus le temps de pas trop contaminer. Ça n'est pas la peine de tergiverser dans tous les sens en parlant dépistage, pas de dépistage, nanana. On s'occupe des hôpitaux pour les soins intensifs, on anticipe avec des traitements, on fait en sorte d'augmenter notre système immunitaire. C'est tout. Nos pays font le pire des choix possibles. Ils prennent de la Chine le confinement physique total et ils prennent de la Corée le confinement électronique. C'est ce qu'on appelle la mise en place d'un État totalitaire. Le confinement total répond exactement, point par point, à la stratégie du management. La stratégie qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Mettre les travailleurs, les employés, c'est-à-dire aujourd'hui la population en mode survie, de manière à pouvoir la contrôler, et de manière à pouvoir la désarmer, corps 1, et de manière à ce que les gens ne se rencontrent pas, corps 2, corps relationnel. Deuxième chose, si cela ne suffit pas, mettre une répression forte à ceux qui n'obéissent pas. Je vous demande, vous n'allez pas dans la rue parce que vous avez peur du coronavirus ou parce que vous avez peur de vous prendre une amende par la police et les militaires. La plupart des gens autour de moi répondent l'amende. On comprend. Si on te fout une amende de 4000 €, tu vas vivre avec quoi? Troisième cause, justement le brouillage des causes. C'est-à-dire, on va déplacer les responsabilités. On va dire, attention, le virus, c'est vous. C'est-à-dire, le virus, c'est vous qui le passez entre vous. Comme ça, on ne dit pas que de toute manière, il est passé, donc ça ne veut plus rien dire de le passer entre nous, qu'en plus, il a été passé aussi vite à cause de la gestion politique, et en plus que la gestion politique continue à être libérale, c'est-à-dire qu'ils en ont toujours rien à foutre. On est toujours dans l'oligarchie du corps psychique. On met les causes sur les gens entre eux, sur la propagation du virus, et comme ça, personne ne regarde la vraie cause, qui est la cause politique libérale. Dernier et quatrième point, le plus extraordinaire de la stratégie du management, c'est de faire croire aux employés qu'ils travaillent pour leur bien. On fait du profit sur eux, mais le profit qu'on fait sur eux, c'est pour leur bien. Là, c'est sur toute une population, de faire croire à une population qu'elle est complètement confinée, complètement en mode survie, en train de crever pour son bien. C'est le principe de « suscite-toi pour ton bien ». Je reprends les 4 causes. Mode survie, répression, brouillage des causes pour cacher la vraie responsabilité politique. Tout ça, c'est pour ton bien. La stratégie de management mise en place par les États-entreprises agit sur 2 niveaux. Le premier niveau, je crée une déconnexion du réel en instillant la peur de la mort chez les populations, ici à l'aide du virus. Le deuxième niveau consiste, à partir de cette première déconnexion, de mettre une seconde déconnexion, c'est-à-dire mettre les populations dans un état de panique, dans un état de survie, c'est-à-dire un état de guerre. Et on ne nous donne même pas les moyens de faire correctement cette guerre. À tous les niveaux, on est dans l'irréalité, dans la peur et l'irréalité. De quoi rendre tout le monde fou. On voit des conséquences directes déjà, très rapidement. En Hongrie, eh bien, il n'y a plus de démocratie officiellement. On a coupé toute la communication, on s'est pris les pleins pouvoirs et on gère comme on veut la population. Le virus a en fait servi de prétexte à imposer, ou plutôt à renforcer, un ordre économique oligarchique, un ordre économique géré par le corps psychique. Le plus terrible dans cette histoire, c'est que comme on a désorganisé, mais cela depuis longtemps, toutes nos capacités psychiques et physiques, on est dans un espace où on dit « je ne sais plus, je n'ai pas d'opinion », ce qui aboutit à dire « je ne pense pas, donc je suis ce qu'on m'impose ». On pense que c'est une mauvaise gestion, mais ce n'est pas du tout une mauvaise gestion. C'est tout simplement une logique libérale qui s'applique. La seule mauvaise gestion qu'ils aient, c'est la mauvaise gestion de leurs mensonges. Parce qu'évidemment, ça devient tellement irréel qu'ils
on ne dit plus que des mensonges pour remplir cette irréalité. En fait, ils s'embrouillent dans leurs mensonges. Sauf que c'est pas très grave pour eux de s'embrouiller dans leurs mensonges. Pourquoi? Parce qu'il y a la répression derrière. Et parce que les médias continuent à essayer de retourner le schmilblick. Et enfin, parce qu'on joue sur cette peur de la mort, qui fait attention, attention, attention. Donc nous, on ne sait plus où on est ces petites souris en cage, on a peur, on ne réfléchit plus. Tous ces mensonges-là, ces contresens, ils apparaissent de partout, par exemple. Ces histoires de gants et de masques. Enfin, un masque en papier n'a jamais empêché une bande d'ARN de passer. Des gants en plastique, on peut le remettre en question, dans la mesure où, comme c'est du plastique et que ça reste très longtemps sur le plastique, au contraire, on le propage. Donc la question, ce n'est pas la question des masques et des gants, c'est qu'on va parler de masques et des gants parce qu'on ne parle pas des respirateurs, parce qu'on ne parle pas des hôpitaux à mettre en place, des lits en soins intensifs à mettre en place. Voilà, c'est une défocalisation. Les masques et les gants, on nous dit que ça sert à quelque chose, admettons que ça sert, mais en plus on ne nous les donne pas. On sait que c'est détourné pour les États-Unis. Pareil pour les tests. Donc, est-ce qu'ils servent encore aujourd'hui les tests pour où on en est? On ne sait plus très bien. On a vu, en plus, c'est bourré de fausses comparaisons. On a vu pour la grippe espagnole ou la peste. Bon, j'aimerais bien voir si la peste, ça a pris un tiers des populations, si au bout de ce coronavirus, on aura 3 milliards d'individus morts. On en doute. Toute la stratégie de focalisation d'images, de détournement de chiffres, dans lequel on ne comprend plus rien, les mesures pratiques, les médecins retraités qu'on mobilise, comme on dit, qu'on mobilise, mais enfin, on sait très bien que les vieux sont justement ceux qui sont le plus fragilisés. Et on sait très bien que le système immunitaire, il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions de vie. Comment tu veux, dans un milieu hospitalier surchargé, bourré d'infections nosocomiales, comment tu veux parler de bonnes conditions de vie, et en plus où tu travailles tout le temps? Tu n'as même pas besoin de te prendre un virus, tu meurs de fatigue, et d'épuisement et de rage. Encore un contresens sur le travail, ça c'est génial. Alors tout à coup, tu dois aller travailler, même notamment pour les ouvriers, et tu dois aller ramasser des fraises, parce que évidemment, dans la grande nature, au milieu des fraises pleines de pesticides, tu ne te transmets pas le virus. C'est magique, c'est comme les bureaux de vote. Attention, le virus s'arrête au bureau de vote. Ça ne vous rappelle pas de Tchernobyl? Tchernobyl, les radiations nucléaires s'arrêtent aux frontières françaises. Les supermarchés, la grande distribution restent ouvertes. C'est non seulement la caissière qui continue à travailler, ou le personnel de ménage, mais c'est aussi les camions qui arrivent, les emballages, enfin, je vous passe tous les détails de la grande distribution, mais alors là, je peux vous assurer que tout le monde est contaminé. Donc, on arrête la grande distribution, on invente d'autres méthodes d'organisation, ou bien on arrête de confiner les gens. Ça n'a pas de sens. Ça veut bien dire qu'on veut jouer sur deux tableaux. Le tableau productif, et en même temps, on désociabilise les gens pour pouvoir mieux les contrôler. On le voit même dans les choses plus intimes, le sport. Alors, je suis allé faire du sport la dernière fois, je cours, je m'arrête, je fais mes assouplissements. La BAC arrive, ils sont trois sur moi, à dire « Ah là là, mais vous êtes immobile ?» J'ai fait « Bah oui, je suis immobile, mais je fais mes étirements. » « Ah non, c'est pas possible, il faut que vous couriez. » Parce qu'on est soi-disant moins contagieux quand on court à toute vitesse que quand on est arrêté en train de faire un assouplissement. Les métros restent ouverts, mais je n'ai pas eu le droit d'aller aux funérailles de ma mère. Donc on arrive au Père-Lachaise, tout est fermé. Ah non, attention, il peut y avoir de la contamination. C'est-à-dire que pour les choses symboliques, les plus importantes de l'être humain, comme accompagner ses parents à la mort jusqu'au bout, alors là, encore une fois, rupture de lien, désociabilisation totale. Qu'est-ce que ça peut faire chez les gens? Il ne reste plus rien. On vous a coupé de toute énergie vitale, de toute transmission. Ça s'appelle une mise à mort des citoyens. Il s'agit donc d'une guerre, non pas celle qu'on veut nous vendre, mais une guerre sur 3 plans. Une guerre des uns contre les autres, une guerre des gouvernements entreprises contre les peuples, et une guerre de ces gouvernements entreprises entre eux. La première guerre, on la voit bien,
Qu'est-ce que ça crée? On est là en train de se dénoncer, la délation. On sort dans la rue, on se regarde comme des ennemis. On revient chez nous, l'atmosphère est tellement insupportable par ce confinement que les violences montent. Je dirais même que c'est la guerre entre nous, mais même la guerre en nous, parce qu'on devient fou tout seul comme ça. Deuxième plan, la guerre des gouvernements entreprises contre les peuples. C'est ce qu'on a dit avant avec tous ces contresens. En fait, ils ne cherchent pas du tout à protéger les peuples. Ils sont sur une logique de conserver le plus possible l'économie de marché, tout en confinant les gens de manière à faire un certain nombre de détournements. Troisième, les gouvernements entreprises, guerre entre eux. On le voit très bien en Italie, notamment comment l'Italie essaye de gérer les différentes influences entre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. La Chine parce qu'elle détient 70% des entreprises, les États-Unis parce qu'avec l'OTAN, ils ont toute la force militaire, et l'Union européenne, la force monétaire et territoriale. Et là, c'est une vraie guerre d'influence entre ces gouvernements entreprises. L'Union européenne, qui maintenant dévoile ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire rien d'une union. On est juste dans un gouvernement totalitaire de Maastricht. Finalement, on arrive à une désunion totale qui rappelle beaucoup plus la balkanisation, et on sait comment ça finit, tout droit à la misère et à la guerre. Ça va être très compliqué de sortir des institutions européennes tenues par la haute finance, que ce soit la Banque centrale européenne ou la Commission européenne, tellement ils se sont ancrés par l'intermédiaire de nos gouvernements entreprises, ils se sont ancrés sur les territoires. Je me demande même si on sortira de l'Union européenne le jour où on trouvera le courage de sortir nous-mêmes du confinement. L'essence de cette guerre totale, c'est le système libéral, qui consiste en 3 points: le monopole, la privatisation et le profit. Là, la crise du coronavirus fait ressortir tout ça de manière incroyable. Enfin, la bourse continue, c'est-à-dire la bourse qui est un actionnariat qui se fonde sur une économie réelle, là, elle s'envole. Elle se détache complètement de l'économie réelle qui est grippée. Or, elle continue. Ça veut dire que tous ceux qui sont faibles vont être achetés par les plus forts, tout simplement. Donc, ça veut dire que c'est la haute finance qui rachète par une spéculation sur l'économie réelle. Ça va créer une crise énorme. La guerre au cash, qu'on a vu se mettre en pratique en 2016 en Inde, dans le gouvernement Modi, qui a créé que des catastrophes. Cette guerre au cash qui a commencé il y a une vingtaine d'années avec le FMI et le projet Visa, la carte Visa, qui consiste à enlever tout cash de manière à avoir un contrôle total sur les populations et à chaque crise pouvoir se servir. Qu'est-ce que je reçois de ma banque? Attention, ne payez plus en liquide, c'est contagieux. Enfin, on voit très bien que c'est la guerre au cash là qui... Oh, génial, on a trouvé l'ennemi parfait pour pouvoir imposer la mainmise de la haute finance. Il faut savoir également que la BCE a produit 750 milliards d'euros. Comme ça, argent hélicoptère. À quoi ils vont servir? 1, ils ne vont servir qu'aux grosses firmes et aux actionnaires. 2, ils ne vont pas être mis dans l'économie réelle, donc ça va créer de l'inflation. 3, c'est un argent que l'on prêtera aux États qui devront rembourser avec des dettes. Donc on continue le cycle infernal de la dette sur la dette non productive et non remise dans l'économie réelle et qui se prend directement dans nos impôts. Conclusion, on sait très bien ce que ça va faire: accentuer toutes les inégalités sociales et mettre la misère dans toute l'Europe et ici dans le monde. Alors la privatisation, ça on en a parlé. Le système hospitalier s'est écroulé à cause de la privatisation. Le système éducatif s'est écroulé à cause de la privatisation. Les PME rament à cause de la privatisation. En plus, le monopole
accentue la privatisation. Donc la privatisation, c'est le mot même, comme on disait, de la gouvernance privée des intérêts publics. Donc on peut très bien dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est un coup d'État de ces gouvernements privés sur les fonds publics. Le magnifique coup du siècle, ce sont les retraites. Le hold-up des retraites qui s'impose par le 49.3. On ne demande même plus l'avis aux citoyens, l'avis aux travailleurs. Le monopole et la privatisation sont eux-mêmes des conséquences du système de profit. Profit sur les personnes qui est à la base du capitalisme. On l'a vu dans la spéculation financière, on le voit dans les lois du travail qui ont été cassées. Aujourd'hui, on en vient à penser des semaines de 60 heures, à faire sauter les vacances et à mettre en place un système de volontariat qui n'est ni plus ni moins la reprise du système de servage. On le voit dans les taxes, notamment les taxes faites aux citoyens pour rembourser la dette privée. Et enfin, on s'aperçoit aussi à quel point l'État et le privé, les entreprises privées, ne font plus qu'un, notamment avec les industries pharmaceutiques, les contrats commerciaux, les conflits d'intérêts, la haute administration qui s'est embourbée dans ses mensonges. Et là, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit au final que la science, qui doit être chercheuse de vérité, est elle-même soumise à l'idéologie et aux intérêts économiques du capital. À qui cela va servir? Comme on dit, le crime va être avantageux pour qui? 3 industries vont être gagnantes. Le complexe militaro-industriel. Pourquoi? Regardez la stratégie du choc de Naomi Klein, où elle dit à un moment très important que les investissements sont plus passés sur l'armement contre les insurrections intérieures que contre les guerres extérieures. Ça dit tout. Aujourd'hui, qu'il faut pouvoir surveiller, contrôler, réprimer les populations. Le complexe militaro-industriel explose, mais pour l'ennemi populaire. Deuxième, les industries pharmaceutiques, évidemment. On est là à chercher des traitements de partout et surtout des vaccins, parce que les traitements, le fameux traitement à la chloroquine ou la vitamine D qui coûte 3 fois rien, c'est pas intéressant tout à coup. Alors on va te chercher des vaccins qu'on va te fourguer dans tous les sens, ou des traitements qu'on va essayer de breveter, de manière à encore mettre sous cloche les citoyens, sous cloche médicale et sous cloche financière. Les 11 vaccins qu'on a fait passer pour les petits, pour les nourrissons, qui sont dénoncés par tant de médecins qu'on a fait taire, c'est un crime contre l'humanité. Le vaccin contre la grippe, au mieux, on estime qu'il marche à 50%. Vous imaginez? Là, c'est des milliards de dollars. Ou encore, on va nous mettre sous cloche. Du système immunitaire, on s'en fout. On ne va pas du tout essayer de faire monter notre système immunitaire ou de parler des conditions de vie. Enfin, la troisième grosse firme qui va gagner du ça, ce sont les GAFA, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du virtuel. Et là, on le voit bien avec le télétravail. C'est déjà ça qui se profilait. On essaye déjà de faire passer le plus de gens sur le télétravail. Le télétravail, qu'est-ce que ça veut dire? Ou la virtualité en général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir contrôler tout votre travail à partir des GAFA. Tout va se faire à partir de la virtualité. Ça va isoler les gens. Le corps réel va s'écrouler de plus en plus. Le corps social, du coup, va s'écrouler de plus en plus. Le corps politique va s'écrouler. Et le corps écologique, évidemment. Donc, de nous, on sera tout seul devant notre ordinateur, complètement affaibli, complètement manipulable. Et en plus, on prend dans votre compte en banque puisqu'il n'y aura plus de liquidité, la guerre au cash. Enfin, là, on aboutit vraiment à un scénario terrifiant du futur. Conclusion de tout ça. Détournement des richesses, contrôle des citoyens, écrasement des insurrections. Parce qu'il faut bien avoir dans l'idée que les peuples étaient en train de se soulever, que les peuples se rendaient compte de la main basse qui était faite, se rendaient compte qu'on était en train de leur faire à l'envers dans leur vie quotidienne. C'était la seule force qui peut contrer ce pouvoir oligarchique. La seule. Panique dans les bourses, panique chez les traders, panique chez les patrons. Alors là, on invente un virus extraordinaire. On invente un ennemi extraordinaire. Il est partout. On arrête, on confine tout le monde. Ça veut dire qu'on casse toutes les insurrections. On casse tous les liens entre les gens. On met en place un système de contrôle absolument parfait.
un système qui prétend nous protéger alors qu'il nous affaiblit, qu'il nous ôte tous les moyens de subsistance, qu'il coupe tous les liens, nous jette dans la misère, une misère durable, et nous utilise jusqu'à ce que mort s'en suive. Une société qui, par le confinement total, rend fou les enfants et laisse seules les personnes âgées, est une société qui meurt à elle-même. C'est la guerre du corps psychique sur le corps réel, sachant que le corps psychique, au bout du compte, détruit tout. Parce qu'il finit aussi par s'autodétruire. Donc on est dans une reconstruction du réel qui finit dans le nihilisme le plus absolu. C'est-à-dire la disparition de tous les corps. Disparition du corps interne, disparition du corps relationnel, disparition du corps social, disparition du corps écologique, disparition du corps cosmique, disparition du mouvement. Quand le mouvement disparaît, tout disparaît. Dans la prochaine vidéo, on va voir le mécanisme énergétique du trauma. Mécanisme qui n'est pas une conspiration, énergétique qui concerne la désorganisation des 5 corps, trauma qui est en fait un trauma permanent. Mais là, c'est un trauma de crise, donc très fort, mais qui cache un trauma permanent. À partir de cette crise, on va voir les points négatifs que nous apporte cette crise, mais aussi tous les points positifs. Et à partir de ces points positifs, on va rebondir pour imaginer, élargir un monde plus chantant.